Bonjour. J'ai maintenant fait le tour des techniques que j'utilise. À l'occasion, choisissez une quelconque de mes vidéos, coupez le son, et faites attention non pas à ce que je raconte, mais à comment je le raconte. Essayez de voir là où je clique, et quelle est la palette assez réduite d'effets que j'emploie. N'essayez pas de compter les slides, moi-même je n'y arriverai pas parce qu'il n'y a pas qu'une manière d'obtenir un effet visuel, mais essayez de repérer les slides fugitifs qui passent de loin en loin. Je l'ai dit dans la quatrième vidéo de cette série, si vous limitez comme vous le devez le texte qui relève du commentaire sur vos slides, vous ne vous débarrasserez pas du document d'accompagnement que l'on vous réclame souvent par la communication de vos slides, tels quels ou imprimés à raison de 2 ou 4 par page. Les slides, quoi qu'en prétende Microsoft, ne constituent pas un document. Il faudra créer un document annexe. Il y a à mon avis pour le document d'accompagnement 3 solutions, choisir laquelle dépend de votre auditoire, de la durée de votre présentation, et de ce dont vous êtes parti pour la préparer. Dans un cadre professionnel, il est fréquent pour une présentation courte que celle-ci s'appuie sur un vrai document, souvent plein de chiffres. Vous pouvez dériver le document pour votre audience de ce document en l'allégeant. Une bonne idée pour le rendre engageant est d'y insérer des copies d'écran de vos slides les plus intéressantes. Une slide bien conçue devient une bonne illustration. Toutes les illustrations de mon livre sont des copies de slides. Il y a juste un point, d'ailleurs commun à tous les documents, qui est que les slides doivent parfois être légèrement adaptés. Par exemple, des éléments qui apparaissent les uns après les autres à des emplacements identiques ou proches devront être déplacés pour ne pas se superposer dans le document, ou un mouvement devra être symbolisé par une flèche. Pour une présentation plus longue ou davantage commerciale, une autre solution est de dupliquer la présentation, l'alléger massivement en conservant les slides vraiment vitales, là encore modifiés, et rédiger les commentaires dans les notes du présentateur. Ces notes peuvent être imprimées, ou sauvegardées au format PDF, comme un document à part qui peut être distribué. J'ai utilisé cette solution pour un séminaire de 2 jours pour lequel j'avais dans les 800 slides. J'ai créé pour chaque demi-journée un document de 50 pages, avec une slide et son commentaire par page, en sélectionnant les 200 slides les plus significatifs. Comme je distribuais le document au début de chaque demi-journée, pour que les participants puissent prendre des notes dessus, j'avais bien entendu, pour ménager mes effets, enlevé du support toutes les slides destinées à surprendre et réveiller l'auditoire. La troisième solution, enfin, est celle que j'ai adoptée pour des supports de cours à l'université. Ce n'est pas que je mette en doute les capacités des étudiants à prendre des notes, mais je voulais être bien certain qu'ils avaient une trace de tout ce qui est important. J'ai donc dupliqué mes slides, là encore adaptés et simplifiés, et rajouté sur les slides, avec la police que j'utilise pour les annotations, les points importants que j'avais donnés en cours en présentant mes slides. Cette seconde série de slides, destinée à être lue et non pas projetée, je l'ai imprimée à 4 slides par page sous forme de fichier PDF, et j'en ai fait mes notes de cours. Je pense que ces 3 solutions couvrent à peu près tous les cas de figure. J'admets que ça demande un peu plus de travail que de donner les slides de présentation, mais cela permet d'avoir de bonnes slides pour la présentation et un bon support plutôt que quelque chose destiné à tout faire de manière médiocre. En plus, le support permet au présentateur de réviser sa présentation. Je parle de travail, il est peut-être temps de considérer quelle charge supplémentaire induit ce que je recommande par rapport à une présentation moche classique. D'expérience, ce qui prend le plus de temps, ce sont les images et le placement précis des objets dans les mouvements compliqués. Les images, surtout la recherche et, mais seulement pour certaines d'entre elles, la modification avec GIMP. Le placement précis parce que l'on s'y reprend souvent à plusieurs fois. Tout le reste demande un surcoût de temps complètement négligeable, si ce n'est que vous ne pourrez plus faire l'impasse sur la préparation de votre présentation parce que vous ne pourrez plus lire sur l'écran. Ce n'est pas un mal. Je voudrais quand même dire qu'au bout d'un certain temps, on a une collection d'images qui sont réutilisables, et que comme pour beaucoup de choses, on devient plus habile pour placer les éléments avec un peu d'entraînement. Consacrer un peu de temps à une présentation, c'est pour moi respecter l'auditoire. Et j'ai tendance, comme souvent en informatique, à penser en journée homme ou mois homme. Si j'ai un cours d'1 heure à donner à 100 étudiants, il me consacre globalement 100 fois 1 heure, ce qui, en journée de travail normale, correspond à plus de 2 semaines. Je ne considère pas choquant de passer une journée sur la présentation, surtout si je sais que je redonne le cours au trimestre prochain.
C'est encore plus marquant avec les vidéos que je mets sur Internet. Si je prends une pitonnerie quelconque, par exemple la 19e, le temps total de visualisation au moment où je parle est de l'ordre de 13 000 minutes. En semaine de 40 heures, cela en fait quasiment 5,5. Inutile de dire que je n'ai pas passé ce temps là-dessus. Même si vous créez une présentation jetable, que vous pensez ne donner qu'une fois, rien qu'aborder les choses différemment et réfléchir un peu à tout ce que je vous ai présenté devrait vous permettre de faire nettement mieux que ce que l'on voit trop souvent. Je voudrais aussi souligner que si le développement d'une bonne présentation est du domaine de l'artisanat, on peut très bien lui appliquer par la suite des méthodes industrielles. Mon métier, c'est l'informatique. S'il y a des points auxquels on fait particulièrement attention en informatique quand on a un peu d'expérience, c'est la réutilisation et l'évolutivité, ce qu'on appelle dans le jargon la maintenance. Dès que vous préparez plusieurs présentations sur des thèmes apparentés, il y a souvent une partie de généralité assez facilement réutilisable. Personnellement, j'ai réutilisé plusieurs fois des séquences sur lesquelles j'avais bien travaillé. Dans le domaine des formations ou des cours, cela m'arrive aussi fréquemment d'améliorer mes présentations d'une fois sur l'autre, ajoutant une slide ici ou une animation là. Quand vous avez fourni l'effort initial, contrairement à ce qui se passe avec un enregistrement vidéo qui reste figé, c'est très facile d'améliorer ou de faire évoluer une présentation. Si vous la transformez en vidéo, la régénérer peut demander un peu de travail comme le réenregistrement de la bande-son, mais cela reste relativement léger. J'ai déjà fait quelques allusions à un livre. Passons à une page de publicité et à des animations que vous ne me verrez pas utiliser souvent. Mon nom est Stéphane Farou. Ce dont j'ai parlé dans ces vidéos, j'en ai fait un livre, que j'ai écrit directement en anglais parce que cela permet d'atteindre beaucoup plus de gens. Son titre est Getting the Message Across, faire passer le message, et il est publié par Apress, éditeur américain de livres informatiques. Il y a des choses qui sont plus faciles à montrer qu'à décrire, et d'autres pour lesquelles c'est l'inverse. Je crois que si vous lisez l'anglais, livre et vidéo se complètent très bien. Si vous ne lisez pas l'anglais, j'espère qu'il sera traduit un jour. C'est mon 4e livre technique en anglais, certains des précédents ont été traduits en chinois, japonais, polonais, russe, portugais, mais jamais en français, alors ne retenez pas votre souffle. Si cela vous intéresse, j'ai réalisé pour le livre, tout en PowerPoint, une bande-annonce d'un peu plus de 3 minutes. Voilà le lien. Il y a un point sur lequel j'aimerais insister un peu, qui est que l'utilisation que je préconise de PowerPoint et programmes similaires se prête très bien à la formation en ligne. La plupart des cours mis en ligne par des universités sont essentiellement de deux formes. La caméra vidéo plantée au fond de l'amphi, les cours du MIT sont de ce type, ou le cours fait pour le web. Dans cette dernière catégorie, vous avez la caméra posée devant un prof et un tableau, qui est la version studio de la version concert précédente, ou la version plus évoluée du prof et de sa tablette graphique, genre Khan Academy, ou encore l'alternance du prof qui parle en regardant la caméra et de slides assez, pour ne pas dire très moche. Dans tous ces cas, d'une part, faire évoluer le cours est difficile, et surtout, à partir du moment où l'on voit quelqu'un causer, la seule manière pratique de traduire la présentation, autre que le remake, est de la sous-titrer, ce qui gêne pas mal de monde et fait souvent perdre un peu le fil dans ce qui est éducatif. Si vous avez peu de texte comme je le recommande, il y a peu à traduire sur les slides. Il y a bien sûr à traduire le commentaire et le faire enregistrer, de préférence par quelqu'un dont la langue cible est la langue maternelle, mais l'un dans l'autre, ce n'est pas dément comme travail, et n'importe qui pourra croire que c'est la langue d'origine. Les anglo-saxons ont tendance à penser que s'ils baragouinent dans leur idiome, le monde entier les comprend. Si beaucoup de gens lisent à peu près l'anglais, au moins technique, comprendre à l'oral est une autre affaire et les barrières linguistiques sont très élevées. Les Français ne sont d'ailleurs pas les plus mal lotis. L'Amérique latine, la Russie et surtout la Chine sont des régions du monde où d'une part la majorité des gens peinent vraiment avec l'anglais, et d'autre part où la géographie et les distances rendent l'éducation en ligne très attrayante. En 2004, le professeur américain Joseph Nye a publié un livre intitulé Soft Power, la puissance douce, dans lequel il élaborait sur un terme qu'il avait forgé une dizaine d'années plus tôt, décrivant comment un pays peut étendre son influence via la culture et l'éducation. Dans ce domaine, les Français font assez fort avec l'Alliance française, qui réalise depuis un siècle un boulot formidable en coûtant chaque année aux contribuables le tiers de ce que coûte un ancien président de la République. Les Américains y mettent de gros moyens. Il n'y a qu'à regarder sur Wikipédia la liste des universités américaines à l'extérieur des États-Unis, en particulier celles qui ont été créées depuis le début de ce siècle, pour voir le lien avec la géopolitique.
Il est évident que le jour où il y aura de gros contrats d'équipement à signer, toutes choses étant égales par ailleurs, la balance aura tendance à pencher du côté des gens qui ont été formatés comme vous. Je ne suis pas personnellement persuadé que former les rejetons fortunés, parce que les universités américaines coûtent cher, de l'élite en place, soit la meilleure des tactiques. Le talent et la médiocrité sont répartis, je crois, de manière assez équitable à travers toutes les classes sociales, et les gens fauchés et talentueux sont en général plus motivés que les gens aisés et talentueux. En plus de cela, dans des pays qui ne sont pas réputés pour leur stabilité politique, parier que les rejetons de l'élite d'aujourd'hui formeront l'élite de demain me semble risqué. Le web et des outils aussi bêtes que des logiciels de présentation utilisés intelligemment permettent d'apporter beaucoup à des tas de gens et d'établir un gros capital de sympathie pour demain. Si vous avez des projets ambitieux et importants de quoi les financer, n'hésitez pas à venir sur la page de mon canal YouTube, direction à propos d'eux, vous connecter, puis m'envoyer un message personnel, cela pourrait m'intéresser.